Merci d'être venu pour ce débat, cette rencontre que nous avons intitulée « Quelle santé publique pour demain ? Comprendre et analyser les enjeux du virage numérique de la santé et ses alternatives possibles ». Donc cette rencontre a été organisée par le collectif Médicaments Bien Commun, dont je fais partie, conjointement avec Sens Critique, dont Anthony est le représentant, et en partenariat avec l'Université du Bien Commun, avec Gilles qui est derrière la caméra. Pour ce qui est de cet après-midi-là, avec vous et avec nos trois invités cet après-midi, ce sera les données de santé. L'intitulé de la table ronde, c'est le numérique dans la santé, enjeux, risques et alternatives. Mais nous avons quand même le grand plaisir d'accueillir cet après-midi Florence Gaillard, Sylvain Delettre et Benoît Piedadu. Alors chacun, c'est pareil, c'est la même règle que pour la table ronde précédente. Vous avez chacun une quinzaine de minutes pour vous exprimer sur vos sujets de spécialité, on va dire. Puis à l'issue de vos trois interventions, si entre vous, vous avez des échanges, des questionnements, des interpellations, c'est aussi très intéressant de pouvoir en discuter entre vous. Et puis dans une dernière partie, on vous donnera également la parole pour une discussion, un débat. Voilà, si vous avez des réflexions, vous n'êtes pas obligé de poser forcément toujours des questions, vous pouvez avoir aussi des réflexions. Je suis journaliste et je m'intéresse aux questions scientifiques et aux questions de santé un peu plus particulièrement. Et l'année dernière, avec une amie collègue, on est parti sur une enquête qui n'a pas pu être là, qui s'appelle Marie Mira. On s'est posé la question, dans le contexte du Covid, de savoir ce qu'était cette santé innovante et ce qu'étaient ces biotechnologies dont on a beaucoup entendu parler évidemment pendant le Covid avec le vaccin, l'ARN messager. Qu'est-ce que c'est que qui sont ces boîtes? Personne n'avait jamais entendu parler de BioNTech. Pfizer oui, mais BioNTech, je pense que peu de personnes ne savaient voilà, ce qu'était cette entreprise. Valneva, on en a pas mal entendu parler parce que, pareil, ils avaient un vaccin, mais des boîtes comme Transgène, Sparing Vision, GenSight, le Généton, Inoscale, tout ça sont des boîtes de biotechnologie dont je pense à peu près personne ne connaît les noms. Et ce sont ces boîtes de biotechnologie qui donc mènent des essais cliniques et en vue de développer des médicaments. Alors nous, on s'est intéressé aux biotechnologies qui développent des médicaments issus du vivant. Donc au départ, on était vraiment dans le champ de la médecine, on va dire, ou de la médecine, c'est-à-dire, déjà on s'est rendu compte, premier constat, que de ces technologies innovantes, de ces médicaments innovants, il y en a très peu sur le marché. Et puis après, quand on s'est intéressé à ces boîtes, alors là, on a basculé complètement, et on ne s'y attendait pas du tout. Autant on s'attendait à ce que voilà, ces médicaments soient des médicaments comme les autres, autant cette partie-là, on s'y attendait. Par contre, quand on a commencé à gratter un peu, à essayer de chercher d'où venaient ces boîtes-là, les 10 boîtes que j'ai citées, et comment elles étaient financées, et là, on a basculé complètement dans le monde de la finance. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des problématiques de levée de fonds, des problématiques de boîtes cotées en bourse. Alors, il se trouve que sur les 10 boîtes, il y en a 6 qui sont cotées en bourse. On a trouvé énormément d'informations. Donc, on s'est rendu compte que d'abord, c'était des boîtes souvent qui venaient elles-mêmes de fusion, d'acquisition de boîtes plus anciennes. Et on s'est rendu compte que les dirigeants de ces boîtes, qui pour la majorité sont des chercheurs, sont des gens qui sont d'abord des chercheurs, d'abord des scientifiques, qui à un moment donc, sont passés du côté de l'entrepreneuriat et donc ont monté leur boîte, et on s'aperçoit que certains dirigeants de ces boîtes dirigent jusqu'à 14 boîtes de biotechnologie. Alors des serial entrepreneurs, donc des dirigeants, et ça j'en parlerai après,
ce sont ces mêmes dirigeants que l'on retrouve ensuite dans les instances décisionnelles. Enfin, en tout cas, ceux qui sont censés mettre en œuvre, mettre en pratique et faire des propositions dans le domaine de la santé publique notamment. Alors ensuite, on s'est rendu compte que donc, ces boîtes, qu'est-ce qu'elles produisent et comment est-ce qu'elles se financent et d'où elles viennent. Alors, d'où elles viennent, pour certaines d'entre elles, et pour beaucoup d'entre elles, la majorité, en fait, ce sont des boîtes qui développent des recherches, alors dans différents champs, hein, dans le champ du cancer, dans le champ de la vision, voilà, pour différentes pathologies, qui sont issues en général de recherches d'institutions publiques, comme l'INSERM, le CNRS, un petit peu le CEA. Bref, ce sont des recherches qui, au départ, qui partent de ces institutions, donc qui sont développées grâce à de l'argent public voilà, dans ces institutions-là. Et qu'aujourd'hui, enfin depuis une vingtaine d'années, en fait, la majorité de ces établissements publics de recherche ont créé, se sont adossés à des boîtes, alors qui ont des statuts, mais qui sont souvent des holdings en fait, qui sont censés faire ce qu'on appelle du transfert de technologie. Et le transfert de technologie, c'est quoi? Très concrètement, ce sont des investisseurs qui vont dans ces institutions de recherche chercher les types de recherche qui leur semblent les plus prometteuses, pour ensuite aller faire des levées de fonds, et là, dans le monde de la finance. C'est-à-dire, concrètement, ça revient à dire à quoi? Ça revient à dire qu'aujourd'hui, pour certaines recherches, et notamment celle-ci, finalement, qui décide de l'intérêt de telle ou telle recherche? C'est les financiers. Ce sont les investisseurs qui se disent « ça peut marcher, si ça on développe ». Alors, sur quel marché? Sur des marchés de niche, sur des marchés en général beaucoup pour des maladies rares. Pourquoi? Parce que les maladies rares ou les maladies dites orphelines permettent d'avoir des brevets qui durent beaucoup plus longtemps, permettent un certain nombre de choses, et surtout, ça permet aux boîtes qui commercialisent ensuite de pouvoir mettre des prix hors normes. Cette santé innovante, elle est le fruit de toutes, évidemment, les attentions des pouvoirs politiques et des pouvoirs publics, et que suite à on a parlé du Ségur de la santé avec 2 milliards d'euros donnés à l'e-santé. Oui, parce que pourquoi l'e-santé? C'est-à-dire que l'e-santé, elle est dans ce sac, dans ce panier de la santé innovante. Elle fait partie de la santé innovante, tout comme les médicaments, les gènes médicaments. Voilà. Et donc, après le Covid, Macron a annoncé un grand plan innovation santé 2030 à 7,5 milliards d'euros. Comme quoi, quand on veut de l'argent, quand on veut dégager de l'argent, on peut. Donc, dans ces 7,5 milliards, il y a 800 millions d'euros pour soutenir le développement de biothérapie, 650 millions pour passer à la médecine 5P, donc préventive, personnalisée, prédictive, participative et basée sur les preuves grâce au numérique. Qui a rédigé ce plan? C'est un truc qui s'appelle le CICS, qui s'appelle le Conseil des industries de santé, le Conseil, je ne sais plus quoi, des industries de santé, dans lesquels on retrouve les mêmes dirigeants de ces biotechnologies, de ces boîtes de biotechnologie, ce sont les mêmes. Il y a même, pour ce plan innovation santé, il y a une agence de l'innovation en santé qui vient d'être créée. Là, le Matignon a annoncé sa création il n'y a pas très longtemps, où l'on retrouve, par exemple, dans le comité de pilotage, c'est-à-dire qui va piloter ce plan santé 2030, c'est Olivier Bogillot, par exemple. Olivier Bogillot, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le directeur de Sanofi, c'est quelqu'un qui grenouille dans le LEM, qui est donc le syndicat des entreprises pharmaceutiques, où on voit bien comment effectivement cette privatisation de la santé, elle est
en œuvre, elle est vraiment en œuvre. On voit bien que le patient là-dedans, ça aboutit quand même parce qu'on avait étudié, enfin, parmi les biotechnologies qu'on avait choisies, on avait pris le Généton, qui est en fait la biotechnologie qui a été créée par l'AFM Téléthon grâce au don du Téléthon. Au jour d'aujourd'hui, le seul médicament qui est sorti des laboratoires de Généton, c'est un médicament qui est contre l'amyotrophie spinale infantile, qui est une maladie épouvantable et qui est aujourd'hui le médicament le plus cher du monde, qui est vendu, commercialisé par Novartis, complètement échappé à l'AFM. Et je pourrais vous expliquer comment, voilà, si on a le temps tout à l'heure, et qui est commercialisé à 2 millions de dollars pour l'unique injection nécessaire au traitement, et qui, dans les pays d'Europe et dont en France, est complètement pris en charge par la sécurité sociale. À un coût qui est complètement injustifié, puisque finalement, ce que ces biotechnologies, ou ce que ces boîtes investissent finalement d'argent dans la recherche, n'a rien à voir avec le prix, évidemment, qui est donné. Et il faut savoir que ces boîtes de biotechnologie, et je finis avec ça, donc ce dont on s'est rendu compte, c'est que d'abord elles ne produisaient pas de médicaments, donc elles produisent peut-être de la recherche, ce qui n'est pas nul, enfin elles produisent en tout cas pas de médicaments. Elles produisent du déficit chronique, c'est-à-dire que ce sont des boîtes qui ont des déficits abyssaux, mais en fait qu'elles vivent grâce à de l'argent public, c'est-à-dire via le CIR par exemple, le crédit impôt recherche dont elles bénéficient, et via la Banque publique d'investissement, BPI France, qui accompagne et qui est partie prenante de toutes ces boîtes, donc qui sont des boîtes de biotechnologie, mais qui sont aussi des boîtes qui développent des outils numériques, et c'est le même processus. Les masses de données de corrélation, enfin de causalité éventuelle au niveau scientifique, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour des gens du CNRS, pour les gens des enquêtes épidémiologiques, pour faire des facteurs de risque, tout ça? Mais à ce moment-là, il faut travailler de façon un peu compliquée sur un vrai anonymat. Les solutions. Les solutions, alors c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais c'est même la montagne qui est en face de nous, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alternative aux GAFAM, on a laissé passer des chances. Dans Thomson, à un moment donné, il y avait des spécialistes du traitement automatique du langage naturel. Alors c'est peut-être un gros mot, mais en gros c'est ce qui permet de traiter par des robots l'ensemble des données de langage. C'est ce que fait le moteur de recherche de Google. On avait un brevet à opposer à Google. On avait des gens qui avaient une idée différente de Google sur le moteur de recherche. 99. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que Thomson ou Thales est connu aujourd'hui pour avoir développé un... Non, on a complètement loupé le truc. Là aussi, il y a un problème de stratégie, oui. Qui c'est qui prend les décisions? Il y a un directeur technique dans Thales qui a dit « ça, c'est pas notre métier, nous on fait du militaire, c'est d'accord. » Et aujourd'hui, on retrouve le même Thales qui dit « allez, je veux faire du big data. Avec qui je fais du big data? Peut-être avec Google, ou peut-être avec Palantir. » Voilà, donc c'est ce qu'on appelle, nous, s'allier avec le diable, ça n'a aucun sens. On ne peut pas prétendre faire, y compris de la sécurité ou de la défense nationale, avec la composition d'outils comme Palantir ou comme Google. Google, c'est plus de 90% des moteurs de recherche aujourd'hui. Ils ont l'ensemble de la vie. Alors, je m'en mets à part la Chine, qui a son propre système cohérent, et ils ont tout. Ils ont tout, et depuis 20 ans. Alors la solution, je vous donne l'exemple de Thales. On s'est recentré sur le militaire. Et un jour, en 2011, il y a un PDG plus intelligent que les autres qui dit « Qu'est-ce que c'est que cette boîte-là, Trixel à Grenoble? Ça fait quoi, des composants de détection pour les rayons X? C'est pas dans notre métier. Virez-moi ça, on va faire du chiffre, on va continuer à, en gros, se concentrer sur la vente du Rafale ou sur les radars, et donc on vend. Sauf que ils ont vendu une boîte où il y avait beaucoup de techniciens et d'ingénieurs syndiqués. Et nous, la CGT, on est monté au créneau en disant « Ah non, c'est les seuls composants qui sont encore français au niveau du médical. » Et il faut savoir que Trixel équipe l'ensemble notamment en Europe, ils équipent Fujitsu,
Siemens, General Electric. C'est-à-dire qu'on a le composant de base. Et alors ce composant-là, je reviens à notre sujet, il est numérique. Il est numérique, il est très sensible, c'est-à-dire que la dose du patient, elle est très faible, puisqu'il arrive à détecter l'impact d'un rayon X. Par exemple, si on continue à descendre la dose d'un facteur 100, il continue à détecter. Donc c'est un truc qui est dans une boîte. En gros, bon, on peut dire que Thales, c'est pas français, mais c'est que l'actionnaire principal, c'est l'État et Dassault. Donc un peu français. Donc on est encore dans quelque chose qui compte dans la balance. Imaginez aujourd'hui qu'on ait encore l'équivalent de la compagnie radiologique compagnie générale de radiologie en France, c'est-à-dire que tous les examens à la fois acoustiques et rayons X et scanners, ce sera des produits français. C'est-à-dire qu'en gros, on fait des dépenses, ok, des dépenses sociales, mais qui retombent dans l'industrie française. Alors je ne suis pas français franchouillard, mais ça pourrait être aussi en Europe, avec des accords avec. Mais là, en ce moment, c'est General Electric, c'est Siemens ou c'est le japonais. Donc ça aussi, ça concourt au déficit. Donc, pour faire court, on s'est battu, on a gagné le fait de garder cette composante médicale dans Thales, et après on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que 2 minutes, le prochain PDG, il va dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Vendez-moi ça, moi je veux faire des rafales, ça ne m'intéresse pas. Et donc on a inversé le processus, c'est qu'on a dit, on est capable, nous, en tant qu'électroniciens et en tant que spécialistes du traitement du signal, de refaire un produit complet qui soit sécurisé de bout en bout, parce qu'on part du composant, du détection. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut aussi tatouer l'image pour qu'elle soit y compris pas modifiée, y compris par un virus ou par une mauvaise intelligence artificielle. Et on va redévelopper une filière médicale dans Thales. Et là aujourd'hui on a deux projets qui sont labellisés par le ministère, dont un projet mobile, c'est-à-dire en gros pouvoir faire de la radiologie sur le terrain, c'est-à-dire que des endroits où il n'y a pas d'équipement radiologique, de pouvoir déployer à partir d'un système très léger. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de solution, mais parce que, là aussi, en gros, pour conclure, on ne peut pas faire de numérique sans filière industrielle. C'est-à-dire qu'en gros, les Américains, ils l'ont compris, ils ont commencé à réinternaliser tout leur processus, à commencer par Intel. Même Apple a laissé tomber son système de sous-traitance. Apple refait des usines aux États-Unis sous contrôle américain. Et puis après, il y a quand même le fameux Taïwan. Il faut se rendre compte que, y compris pourquoi il y a la tension géopolitique avec Taïwan. Lisez le dernier rapport américain, c'est le MEDEF américain qui le dit. C'est le patronat de l'industrie électronique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que TSMC à Taïwan contrôle 95% des nouvelles technologies, c'est-à-dire en dessous de 7 nanomètres. En gros, c'est les microprocesseurs de... C'est-à-dire que l'ensemble du monde s'est mis d'accord pour sous-traiter à Taïwan. Et on comprend mieux à ce moment-là, en gros, c'est beaucoup plus intéressant que l'Ukraine. Passer désormais la parole à Benoît Piédalu. Benoît, vous êtes membre de la Quadrature du Net. Vous avez récemment, alors je ne sais pas si c'est vous personnellement, mais avez travaillé sur Mon Espace Santé, et notamment sur le site de la Quadra, il y a un article qui s'intitule « Pourquoi s'opposer à mon espace santé ?» Dans le livre de Coralie Lemke, Martin Drago, qui est un collègue de la Quadrature, rappelle qu'en fait les GAFAM et toutes les entreprises du numérique sont, quoi qu'il arrive, hors la loi. C'est-à-dire qu'elles savent parfaitement s'affranchir des réglementations, des législations nationales et internationales, et que de fait, elles sont hors la loi, et même les dispositifs par exemple, les autorités administratives indépendantes, comme en France la CNIL, ne peuvent pas grand-chose. Alors, je ne sais pas si Benoît, vous allez revenir là-dessus, voilà, mais en tout cas, ce que dit Coralie dans son enquête, c'est par exemple la CNIL irlandaise. Alors, l'Irlande, c'est là où il y a les sièges sociaux de pas mal de GAFAM. 99,93% des plaintes qui sont déposées devant la CNIL irlandaise n'aboutissent pas. Des plaintes contre les mésusages du numérique ou les abus des GAFAM. C'est-à-dire que même les dispositifs de régulation, plus ou moins institutionnels, ont quand même un temps d'avance, et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, le droit a souvent un peu de retard face à la vitesse de l'accélération de l'innovation technologique. Mais je vais passer la parole tout de suite à Benoît, où il sera en partie question aussi d'intelligence artificielle, apparemment. Mais voilà, je vous passe la parole.
par exemple, rappeler que l'anonymat, c'est pas la même chose que le pseudonymat. Quand on rend anonyme des données, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de lien du tout entre elles. C'est-à-dire que quelqu'un qui a pris un médicament un jour et qui a pris un autre médicament un autre jour, on ne peut pas faire le lien entre ces deux prises de médicaments, on ne sait pas que c'est la même personne. Quand c'est du pseudonymat, effectivement, on met un numéro derrière, et donc on peut faire un rapprochement, on peut dire que c'est la même personne qui a pris sur plusieurs années ces médicaments. Quand on parle de données de santé et d'usage dans le cadre d'analyse, intelligence artificielle ou pas, de statistiques ou autre, on a besoin du pseudonymat. Si on fait de l'anonymat dessus, en fait, on a plein de prises de médicaments, de traitements, d'actes médicaux divers et variés. On ne peut pas faire de lien entre eux. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Vraiment la différence entre l'anonymat et le pseudonymat. Je suis très content que tu aies repris aussi sur les technos neutres ou pas tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui m'a un peu fait bondir quand je suis arrivé tout à l'heure, à l'idée que les technologies étaient neutres et qu'il suffisait après de surveiller leur devenir, voilà, mais qu'elles se valaient toutes. Voilà, bon, à la Quadrature du Net, c'est pas trop notre idée. Les technologies, elles dépendent d'un contexte politique. Quand vous mettez des caméras de vidéosurveillance partout dans la rue, vous êtes dans un contexte politique aujourd'hui sécuritaire, l'usage des caméras de surveillance ira dans un cadre sécuritaire, surveiller les manifestants, surveiller les gens qui ne plaisent pas au gouvernement. Voilà, c'est pas juste pour se faire plaisir et aller chercher le petit voleur de portefeuille, même si c'est ce qu'on nous présente. Donc il faut bien faire la différence entre la neutralité et le contexte dans lequel ça peut être déployé. Alors pourquoi à l'ère numérique, pourquoi la Quadrature du Net est une association de défense des droits et libertés à l'ère numérique et non pas sur Internet? C'est tout simplement parce que, par exemple, ce dont on parle aujourd'hui, c'est pas forcément sur Internet. Le HDH, c'est pas sur Internet, c'est une base de données qui est dans des ordinateurs auxquels vont accéder un certain nombre de gens, pas forcément via Internet. Il y a beaucoup de choses, par exemple les travaux qu'on fait aujourd'hui sur la vidéosurveillance automatisée ou vidéosurveillance algorithmique, la VSA, dans le cadre de la Safe City, c'est-à-dire en fait ce que nous on appelle la technopolis, l'usage des technologies pour surveiller la population, ça n'a rien à voir avec Internet, c'est l'usage des technologies numériques pour en fait aller à l'encontre de tous nos droits fondamentaux. Par exemple la liberté d'aller et venir, la liberté associative, des choses comme ça, qui sont en fait mises à mal par un certain nombre de technologies de surveillance. Voilà, donc on défend les droits et libertés à l'ère numérique, plus lunaire, plus générale. Donc on a effectivement travaillé sur mon espace santé. Alors il faut aussi dire que la Quadrature du Net, c'est une grosse vingtaine de membres qui ne sont pas forcément toujours d'accord les uns avec les autres. Donc il y a quand même des intérêts, il me semble, à mon espace santé, par exemple de récupérer un certain nombre de données qui iraient dans le privé aujourd'hui, par exemple chez Doctolib. Je ne sais pas si vous êtes pour avoir tous vos rendez-vous médicaux chez Doctolib, mais il me semble qu'il serait plus intéressant que ce soit géré par la CNAM, par la Caisse nationale d'assurance maladie, plutôt que par une boîte privée qui pourrait éventuellement les utiliser à d'autres fins. Voilà. C'est pas forcément bien mis en œuvre aujourd'hui, mais ça ne me semble pas complètement l'outil à renier non plus complètement, parce que c'est quand même aux mains d'une Caisse nationale d'assurance maladie qui a aussi d'autres données de santé sur nous et qui pour l'instant fait, il me semble, pas trop mal son boulot. On a un autre article qu'on a sorti il y a un an à peu près sur le HDH que vous pourrez regarder avec intérêt, je pense, donc sur la plateforme des données de santé, avec une analyse aussi que je vais un petit peu présenter là. Voilà. Et donc pour commencer, je voudrais en fait le contenu de ma prise de parole aujourd'hui, c'était un peu la tentative de privatisation des données de santé. Aujourd'hui, donc on est passé dans un monde majoritairement numérique. Toutes les informations, y compris médicales, sont numérisées et non pas digitalisées, s'il vous plaît. Digital, c'est un anglicisme. Donc elles sont numérisées, elles sont mises dans des bases de données et de par cette numérisation, il y a une énorme facilité à recopier ces données, les transférer, les transmettre à d'autres utilisateurs, à faire des traitements a posteriori qui n'étaient pas forcément prévus, à les sauvegarder et puis finalement quand elles devraient être détruites, on a toujours quelque part une copie du fichier qui peut être utilisée à des fins qui n'étaient pas prévues. Donc c'est un peu le danger général du numérique, mais particulièrement appliqué aux données de santé, qui sont, je le rappelle, au sens du RGPD, des données sensibles. Et donc en tant que données sensibles, elles ne devraient jamais être traitées.
il ne devrait pas y avoir de traitement sur les données de santé, sauf évidemment un certain nombre de cas extrêmement précis sur lesquels il me semble qu'un certain nombre d'intervenants s'assied largement. On a vu arriver, alors de manière un peu surprenante, en 2018, des grandes entreprises faire des partenariats avec des systèmes de santé publique, le NHS en particulier en Angleterre, qui a donné accès aux données de santé à Amazon. Alors l'idée à l'époque c'était un peu de surfer sur la vague des assistants vocaux. Donc c'était la grande mode des assistants vocaux, je ne sais pas si vous avez un assistant vocal chez vous. Je crois que, bon, je sais pas forcément mon public pour ça, mais je crois que même les gens pour lesquels c'était un peu genre trop la mode, en fait ils n'utilisent plus, j'en entends plus parler. Mais à l'époque c'était vachement la mode, et donc l'idée c'était de surfer là-dessus pour dire on va vous donner accès à vos dossiers médicaux, à vos rendez-vous médicaux, juste à travers Alexa, donc l'assistant vocal d'Amazon. Et donc en donnant accès à Amazon, l'idée c'était de pouvoir améliorer finalement l'accès aux informations, la prise en charge des patients, juste à travers les assistants vocaux. Il s'avère que petit à petit, en réalité, ça a été un peu comme les premiers effets d'une drogue, on vous offre la première dose et puis après, tac, c'est parti, vous ne pouvez plus vous arrêter. En fait, petit à petit, le NHS a donné de plus en plus d'informations et en lisant les contrats qui ont été signés avec Amazon, on se rend compte que c'est de plus en plus d'informations qui sont livrées. Alors pour très cher, ça se compte à la fin, au bout d'un an ou deux, à plusieurs centaines de millions de livres sterling pour l'accès à ces données, mais en fait ils ont accès à l'ensemble des dossiers médicaux des Anglais. S'ajoute à Amazon, Palantir, dont vous parliez tout à l'heure, qui aussi à partir de 2020 a commencé à avoir accès aux données de santé des Anglais liées au Covid-19. En fait, et puis de plus en plus, ça grossit, les contrats augmentent encore, comme pour Amazon. Palantir a accès à de plus en plus de choses, c'était Covid-19 avant, au début en 2020, et puis ça a grossi. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de fascination des politiques pour tout ce qui est le big data, l'intelligence artificielle. Alors, effectivement, comme vous disiez, alors c'est pas forcément d'être hyper spécialiste qu'il faut être pour pouvoir parler de ces sujets-là, mais par contre, un politique dont ne sait absolument pas le métier, mais qui va être décideur, va en effet, comme on l'a régulièrement vu, lancer des grands plans, des grandes idées pour utiliser de l'intelligence artificielle dans tout un tas de domaines, en disant c'est vraiment le truc à la mode, ça va pouvoir me porter éventuellement en disant que je suis à la pointe du progrès. Et en particulier sur la donnée de santé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe encore en Angleterre, en disant ça va permettre des grandes avancées. Et comme vous disiez tout à l'heure, on les attend encore, les avancées, c'est pareil, on disait que les grandes entreprises de la tech étaient capables d'anticiper énormément de choses parce qu'ils connaissaient beaucoup de choses sur l'ensemble du monde, ils n'ont absolument rien vu arriver du Covid-19, ils n'ont absolument rien aidé à résoudre du Covid-19, mais on considère encore que ce sont des entreprises hyper puissantes. Elles sont hyper puissantes de manière, au niveau monétaire, au niveau financier, mais en réalité, au niveau intelligence artificielle, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui sort de tout ça. Et pourquoi je vous parle de l'Angleterre ? Tout simplement parce qu'en parallèle, en France, on fait la même chose. On n'en parle pas tant que ça, mais en 2019, on a le rapport Villani, de cet ancien député En Marche, qui a quitté En Marche depuis, il a peut-être été un peu vexé de ce qui a été fait de ses travaux, mais qui expliquait qu'on avait perdu la course à l'intelligence artificielle, mais qu'il y avait une manière éventuellement de rester dans la course, c'était en fait d'utiliser les données qu'on était un peu les seuls à avoir. On centralise vraiment beaucoup justement avec l'assurance maladie en France, et donc on avait la possibilité de fournir des données que les autres n'avaient pas, d'une qualité que les autres n'avaient pas, et donc ça nous permettrait de rester dans la course. Et donc l'idée c'était de ce point de vue-là de mettre la France dans une sorte de compétition mondiale, et donc nos données de santé en fait étaient un espèce d'enjeu de compétition mondiale avec les autres ils ont la technologie, mais nous on a les données pour pouvoir renseigner la technologie. Alors et donc ça a donné, suite au rapport Villani, ça a donné le plan de création du HDH qui a été décidé par Emmanuel Macron
donc le HDH, qui a été confié à la DREES, donc une direction qui s'occupe des statistiques de l'État, médicale, il me semble. Et donc c'est ça que Juliette Alibert avec l'association Interop ont attaqué. Alors ils ont attaqué la partie hébergement des données de santé chez Microsoft. Alors il faut savoir que je suis allé rencontrer avec d'autres collègues de défense des libertés la directrice du HDH à l'époque, fin 2019, et qui nous disait non mais vous en faites pas, oui on est chez Microsoft, mais chez Microsoft sur Azure c'est uniquement pour le stockage de données à froid. À froid ça veut dire en fait c'est une clé USB. On met les données dans une clé USB et puis on la pose et puis on ira la chercher et charger les données quand on en aura besoin. Donc ça on dit bon d'accord, si les données sont chiffrées et qu'elles sont déposées sur le cloud de Microsoft, bon c'est pas un danger énorme. Elle nous explique que c'est parce qu'ils ont un contrat avec Microsoft qu'il leur reste encore des reliquats à utiliser, mais que vous en faites pas, on l'hébergera ailleurs dès qu'on aura un marché public qui sera adapté. Et on s'aperçoit 6-7 mois plus tard, avec le rapport de la CNIL sur le HDH, qu'en fait c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la technologie de chez Microsoft qui est utilisée. En réalité, c'est de l'analyse de données qui est faite là-bas, c'est en fait la totalité du HDH se retrouve chez Azure avec le stockage, l'analyse, les clés de chiffrement, elles sont chez Microsoft, etc. Ça, voilà. Alors ça, effectivement, c'est des combats qui ont été menés par Interop à plusieurs reprises. Hein. Je crois qu'ils attaquent encore en ce moment. Il y a un nouveau dépôt de plainte qui a été lancé. Mais en fait, pour nous, il y a d'autres sujets derrière. Il y a la légitimité de l'usage d'une plateforme centralisée de ce type-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que ça a un sens de centraliser autant de données à un but, si vous ne le savez pas, je vous en informe, purement mercantile, puisque l'idée est de donner accès à des startups et des boîtes privées pour qu'elles puissent créer potentiellement de la valeur derrière. Alors, il semble que la valeur qui soit créée soit surtout une valeur financière pour ces entreprises-là, mais pas une valeur pour les patients particulièrement, parce qu'aujourd'hui, et c'est quelque chose qui va en plus dans un sens contraire au RGPD, puisque ces données sont conservées sans objectif particulier. Au sens du RGPD, quand vous conservez des données, stocker des données, c'est un traitement. Et ce traitement de conservation des données doit avoir un objectif, une finalité. La finalité aujourd'hui, c'est peut-être peut-être que demain ou après-demain, on trouvera quelque chose avec les données de santé qu'on a conservées. C'est très très discutable juridiquement, et ça pose un vrai problème éthique, à minima, de se dire qu'on va étendre, parce qu'il y avait un autre système avant qui s'appelait le SNDS, qui avait déjà un certain nombre de données de santé, mais qui était beaucoup plus contraint à l'usage, en particulier sur de la recherche par des équipes de recherche publiques dans un objectif particulier. Mais là, avec le HDH, l'idée c'est d'étendre les données qui sont concernées et d'étendre la destination des données, c'est-à-dire qui va pouvoir y accéder. Et on voit régulièrement des entreprises, effectivement, comme vous disiez, se créer à objectif de récupérer des données de santé et de se valoriser, de créer de la valorisation artificielle en récupérant des données de santé et en disant moi en fait j'ai tant de données. Alors, ça peut être même sans données de santé, ça peut être Amazon, Google et autres sont valorisés par la quantité, ou Facebook surtout, par la quantité de données qu'ils ont. Vous imaginez la valeur qu'a une entreprise qui a collecté des millions de dossiers médicaux à la revente. Voilà. Donc c'est énormément ça. Voilà. Et puis je terminerai, parce que je crois que... et je terminerai par... moi, ce qui m'a... depuis que je travaille sur le HDH, donc depuis 2019, fin 2019, c'est vrai que ce qui me choque particulièrement dans cette course, dans cette course à l'armement, en centralisation de données, en tout ce qui est armement aussi juridique autour de ça, et l'argent qu'on y met, c'est qu'en fait aujourd'hui on voit qu'il n'y a plus d'argent dans les hôpitaux. On voit qu'il y a des gens qui meurent dans les couloirs des urgences. On parlait récemment encore de tri des enfants dans les hôpitaux pédiatriques. Et en fait, la question, c'est est-ce que aujourd'hui, ça a un sens d'aller mettre des moyens énormes et d'aller offrir nos données de santé à des entreprises privées dont on sait aujourd'hui qu'elles violent très régulièrement le droit puisqu'elles sont condamnées régulièrement, entre
entre autres par la CNIL quand elle se réveille, ou les autres CNIL européennes. Je rappelle quand même qu'Amazon, malgré tous les problèmes d'application du RGPD, suite à une plainte de la Quadrature du Net, Amazon s'est pris 875 millions d'euros d'amende de l'année dernière. Donc il y a des choses qui se passent, et en fait, c'est pas uniquement de dire qu'il y a des amendes, et c'est bien, de temps en temps, les CNIL européennes font leur taf, c'est surtout de démontrer que toutes ces entreprises-là, en fait, ne suivent pas la réglementation et s'en contrefichent. Et donc aujourd'hui, est-ce que la centralisation de ces données de santé et cette idéologie de dire cette centralisation va nous amener à un monde meilleur est légitime lorsqu'on voit que de toute façon le reste de notre système de santé est laissé à l'abandon? Bravo. Donc, il y a deux points sur lesquels je voulais revenir. Le premier, c'était très intéressant, la collègue assistante sociale tout à l'heure, parce qu'elle a commencé par dire il y avait un logiciel maison qu'on s'était fait dans le temps, et puis bon, il arrive en fin de vie. Eh bien oui, c'est là la solution. C'est que nous, ce qu'on dit, c'est qu'en termes de syndicalisme, il faut que les gens... alors c'est des collectifs de travail, hein, donc c'est compliqué. Mais là, demain, si par exemple nos projets de redévelopper des filières à très bas taux de détection de rayons X, hein, pour le coup, c'est très bien. Et puis avec un peu d'intelligence artificielle et toute la force de frappe derrière, on va pouvoir faire des trucs très sensibles en termes de détection de tumeurs ou d'autres choses. Mais si on développe ce produit-là, et là ça renvoie tout le débat extrêmement intéressant de tout à l'heure sur c'est quoi la technique, en gros, la différence entre le savoir et le passage par la technique, donc en gros la technique. Oui, je pense aussi qu'elle est orientée. C'est-à-dire que la technique, elle devrait répondre à un besoin. Et donc, si demain on développe avec des ingénieurs, des techniciens de Thales et du milieu universitaire, des gens du CEA, etc., enfin, en gros, il y a un bon écosystème au niveau de Grenoble. Hein. Il y a de la matière grise et puis il y a des gens mobilisés pour venir dans les hôpitaux. Donc si on développait ces deux projets, on le ferait évidemment en concertation avec, en premier, les utilisateurs, enfin, pardon, les personnes, enfin les êtres humains. Je rappelle qu'il y avait un centre de prototypage à Buc. Alors ça c'est pour les anciens, jusqu'en 86, c'est-à-dire jusqu'au moment où Fabius a vendu à la Compagnie Générale de Radiologie, hein, c'est dans son CV à General Electric. Il y avait un vrai travail collectif avec les médecins, avec les soignants, avec les ingénieurs de Thomson pour définir les besoins. Et l'idée derrière, c'est que en effet, surtout pas d'interconnexion globale, enfin d'une centralisation. Là, il y a 50 failles nouvelles par jour qui arrivent. Donc, quand bien même les gens se remettent, et ils ne le sont pas parce qu'ils violent la loi et ils détournent, même s'ils étaient honnêtes, c'est-à-dire même si on était dans le meilleur des mondes, en face des risques cyber, il ne faut surtout pas avoir c'est Big Brother, quoi, un dossier centralisé de l'ensemble des Français, c'est pas comme ça. Quoi. Voilà. Et après, ben oui, après sur les questions de science, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas recouper ou faire des études transversales. Donc c'est la question de l'interopérabilité. Alors là, je vais vous donner un exemple. Parce que qu'est-ce qu'elles font, les grandes boîtes? Elles vont voir les hôpitaux français, ou l'hôpital de campagne, et elles lui disent, bon, écoutez, il faut être sérieux, il y a des risques cyber. Donc moi, je vous vends l'offre complète, alors avec Azure ou avec Palantir. Voilà, vous achetez mon catalogue avec l'ensemble des produits d'analyse, l'ensemble des produits de radiologie, et puis c'est temps. Alors je ne dis pas combien c'est des centaines de millions. Et puis ça marche, parce que comme ça, l'ensemble du territoire français, par exemple, ou l'ensemble du territoire européen, aura le même type, donc ça sera, en gros, c'est le coût de la norme unique. Enfin, non seulement pas de la norme, mais l'équipement unique. On met ça en face de cyberpirate, c'est génial. Parce que le cyberpirate, une fois qu'il a trouvé la faille, il a tout. Quoi. Les champions d'interopérabilité, ça marche très bien aujourd'hui, y compris en Thales. C'est qui? C'est l'OTAN. Alors, je ne fais pas de la propagande pour l'OTAN. Mais l'OTAN, il arrive à faire fonctionner 17 ou 24 pays différents, avec à chaque fois 3 armées différentes, terre, air, mer, avec des matériels qui sont absolument pas compatibles. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent un seul format d'échange de données. Donc l'interopérabilité, elle se passe uniquement sans rentrer dans le détail des différentes bases de données, mais c'est au moment où on veut croiser des données, on choisit ce qu'on veut tester, et là, on a un protocole qui est commun à tout le monde. Moi j'ai vu dans mes recherches un peu, quand j'ai travaillé sur le SGH,
un problème qui est plutôt côté médical et côté données de santé, qui est qu'en fait les utilisateurs n'ont pas d'informations quand on leur demande des données à l'hôpital. C'est-à-dire que vous arrivez à l'hôpital, on va vous demander tout un tas d'informations pour remplir votre dossier. On va vous demander votre religion par exemple. On va vous demander tout un tas de choses. Et vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas à quelle destination à quoi c'est destiné, vous ne savez pas combien de temps ça va être conservé, qui va les conserver, comment, etc. Et en fait, dans les discussions que j'ai eues, aux interviews, on peut appeler ça, dans les discussions que j'ai eues, en fait, il n'y avait aucune conscience finalement de la portée politique que ça avait. C'est-à-dire qu'on dépolitise totalement, quand on pose une question au patient et qu'on remplit un dossier médical comme ça, il n'y avait aucune idée derrière, c'est-à-dire qu'on a un logiciel, on le connaît, il y a des cases à remplir et il faut remplir toutes les cases. C'est-à-dire que finalement, le logiciel nous impose de travailler d'une certaine manière et derrière, ce n'est pas questionné. La légitimité de ce qu'on nous demande de remplir n'est pas questionnée parce qu'il y a une méconnaissance finalement du personnel médical de ce que signifient ces gestes. Alors effectivement, ils sont formés à des gestes médicaux, à des traitements, à donner des médicaments, à calculer tout un tas de choses, parce que les erreurs médicales, ça peut être hyper dangereux. Et toute la partie numérique, en fait, sort totalement de leur champ de compétences, ce qui fait que, à la fin, ça dépolitise totalement. Or, c'est quand même des données extrêmement critiques, et je pense que ça devrait faire partie d'une formation du personnel médical à égale distance de tout le reste sur la médication. La question de la CNIL, je pense que ce n'est pas la même que la question du médicament. Sur la CNIL, nous on travaille beaucoup avec elle. Ça peut dire la CNIL, on travaille beaucoup avec elle. Il y a des gens très très compétents là-bas. Il y a des gens qui, au niveau juridique, sont très pointus et font des très bonnes analyses. Ensuite, elle est un peu contrainte au niveau politique, et c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est-à-dire qu'on passe un peu notre temps à lui taper dessus pour faire avancer les choses, voire même les autres CNIL, les autres autorités de défense des données personnelles. Et donc oui, il y a des choses qui sont faites, elle travaille aussi, il y a des choses qui sont faites par la CNIL, mais quand elle n'avance pas suffisamment, il y a tout un tas d'associations et de gens qui sont là aussi pour lui rappeler. C'est pas parfait, c'est évident. Le RGPD est quand même un outil extrêmement intéressant qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu, par exemple, Snowden. C'est ce qui a donné la puissance à ce texte, même s'il y a tout un tas de failles dedans qu'on ressent, qu'on n'avait pas vu forcément au début, mais qu'on ressent fortement aujourd'hui. À l'hôpital actuellement, c'est ce qui m'avait fait penser. Par exemple, moi je travaille en psychiatrie, un établissement qui s'appelle le GHU, qui regroupe Sainte-Anne, Maison Blanche et Péré-Vaucluse, un gros établissement parisien qui accueille beaucoup de patients. Les professionnels ne savent pas que, parce qu'ils reçoivent évidemment, il y a une inflation de mails sur leur boîte pro, et que prioriser là-dedans, on ne sait jamais. Ils ne savent pas qu'ils sont censés informer les gens qui sont admis dans leur hôpital, et les données qu'ils saisissent sur l'ordinateur, ils sont censés les informer qu'ils vont les saisir, et s'ils donnent leur accord ou pas, par exemple. Oui, personne ne sait. Vous avez des start-up à l'intérieur, ce qui vous a beaucoup choqué, enfin moi en tout cas. Il n'y a pas de discours par rapport aux organisations syndicales par rapport à ça. C'est suite au Ségur aussi. Vous avez des start-up à l'intérieur de l'hôpital qui occupent des bâtiments dédiés normalement à l'origine aux patients quand même. Et voilà, personne ne sait ce qu'ils font. Bon, on se doute un peu qui a envie de s'y intéresser. On récupère de la donnée, qu'est-ce qu'on mouline, quelles données, voilà. Enfin, voilà. Tout est comme ça, quoi. Mais pour les hôpitaux, par exemple, on ne peut pas imaginer... Enfin, est-ce qu'il existe un système qui serait, alors je ne veux pas dire infaillible, mais quasi infaillible, pour peu qu'il soit bien développé, en fait? Là, on a un problème systémique. C'est-à-dire que je ne vais pas dire aujourd'hui... mais on peut commencer quand même, non pas à mettre des rustines, mais commencer d'abord à mieux programmer, y compris d'un point de vue écologique. Là, je vais juste citer une rupture, parce que c'est une collègue de Thalès, qui en plus est Julie Grelier, qui est médaille d'argent du CNRS. Donc médaille d'argent du CNRS, on va dire la médaille d'or, c'est le futur Nobelisa, donc elle est juste en dessous, elle a 30 ans, elle a développé les réseaux neuromorphologiques. En
gros, toute une partie de l'intelligence artificielle, c'est de programmer des réseaux de neurones algorithmiques, donc selon la vieille informatique. Et donc, d'un point de vue rentabilité, il y a un facteur 1 sur 10 000 qui sert à produire le résultat, c'est-à-dire la vraie analyse, et puis le reste, c'est de la chaleur, c'est de la dissipation de chaleur. Donc en gros, nos ordinateurs sont des énormes radiateurs. Et les serveurs. Donc elle dit, ben, je vais prendre du silicium ou une matière de semi-conducteur qu'on puisse travailler par des technologues, et je vais carrément graver des réseaux, c'est du biomimétisme, voilà. Et ça, elle a pris la médaille d'argent du CNRS en 2018, regardez, et ben, d'un point de vue, ça marche. Donc ça, c'est des ruptures. Et là, du coup, là-dedans, il n'y a pas de faille. Voilà, je vous donne un exemple. Là, il y a le hacker, il faut qu'il se reconvertisse de 1 à 0, parce que, enfin, voilà, donc mais la situation, j'ai pas le temps de développer, mais bon, enfin, Snowden, c'est notre maître à tous. Snowden commence par expliquer qu'il y a des mouchards, y compris par dans les défenses nationales, je ne donnerai pas les noms des programmes, il y a certains types de programmes qui sont interdits, parce qu'on sait très bien que le soir, le programme qui a travaillé la journée, il envoie un journal à la NSA. Imaginez si c'est un truc de Taïwan, voilà. Donc, on est complètement mouchardé. Et puis après, c'est pire que ça. Je vous donne aussi un dernier exemple. Donc, on est sur une base qui est complètement pourrie. Alors, j'ai commencé à enquêter pour relancer s'il y a des nouveaux chiffres. J'ai que les chiffres de 2011-2012. Rapport de la Cour des comptes américaine, donc c'est l'équivalent de la Cour des comptes américaine, c'est la FAO, qui dit que 45% des composants utilisés dans le spatial, l'aéronautique et la défense sont vérolés. C'est-à-dire que ce sont des contrefaçons et des choses qui ne sont pas fiables. Alors, on ne peut pas. La réponse est non, on ne peut pas. On ne peut pas garantir un hôpital. Donc, soyons extrêmement prudents sur la localisation de nos données. Côté numérique, Interop, par exemple, est en train d'essayer de proposer, et puis d'autres, je suis en contact aussi avec des pharmaciens qui essaient de développer leur propre logiciel, leur propre environnement numérique pour pouvoir maîtriser et non plus être dépendant de grosses entreprises qui, et ça c'est aussi dans les travaux que j'ai fait sur l'éthique des données de santé, en fait on devient dépendant de grosses entreprises qui ne sont même pas au contact des patients et donc qui remplissent, qui demandent d'avoir des données, qui font des traitements qui ne correspondent pas forcément aux actes réellement dont les médecins ou le personnel soignant a besoin. Et je travaille aussi avec des gens qui font effectivement de la santé communautaire. Alors ça sort un peu de moi, ma spécialisation, mais oui, il y a pas mal de choses qui sont en test aujourd'hui, qui existent même depuis les années 80, au moment du VIH. Il y a eu beaucoup de choses autour de ça, donc beaucoup d'expérimentations, et puis de communautés qui sont auto-organisées autour de leur santé, en voyant qu'il n'y avait pas de choses qui étaient faites autour d'eux. Il y a même dans les quartiers populaires, autour de Marseille, par exemple, des endroits qui sont des déserts médicaux et donc qui s'auto-organisent pour faire venir des médecins sur place dans des camions équipés et tout. Donc il y a beaucoup de choses qui se font effectivement en parallèle de l'État. Moi, je ne sais pas si c'est la vraie solution. Pour information, on a quand même après refus de création de mon espace santé, on a une plainte qui est partie à la CNIL là, il y a 15 jours sur des gens qui ont refusé la création de mon espace santé et qui ont reçu quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard, un email leur annonçant que la dernière radio qu'ils avaient faite avait été déposée sur leur espace santé. Voilà, donc aujourd'hui il y a quand même un certain nombre de soucis là-dessus. Donc oui, évidemment, l'objectif de l'État, c'est de pousser un maximum à l'ouverture de ces comptes. Et en particulier, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une espèce d'App Store qui est ouvert sur mon espace santé, qui permettra aux utilisateurs de connecter les données qu'ils décideront de partager avec Doctolib, par exemple, qui a créé sa petite application à connecter à mon espace santé, mais d'autres qui pourraient vous permettre, je ne sais pas moi, de vous proposer des menus cohérents avec votre dernière analyse sanguine ou des choses comme ça. Voilà. Donc il y a un marché en fait derrière, un potentiel qui arrive, c'est pour ça aussi qu'il force la main derrière. On fait quand on est interrogé sur le HDH, c'est déjà que les données communes devraient être utilisées pour le bien commun et donc être utilisées dans le cadre d'une recherche publique. Pour moi, il y a assez peu d'intérêt ou
c'est assez anormal de se retrouver avec une privatisation d'un commun qui est notre plus fonds de santé. Et donc la recherche publique qui existe de moins en moins aujourd'hui, puisque même quand on a des laboratoires publics, en fait, ils sont tellement mal dotés financièrement qu'ils sont obligés d'aller chercher leurs finances dans les laboratoires privés, par plein d'entreprises qui vont financer, qui ne sont même pas forcément du médical, mais qui vont financer des recherches par des fonds divers et variés. Et donc ça, c'est quand même un problème d'être dans cette situation-là. Et je pense qu'une des solutions, déjà, ce serait de recréer une vraie recherche publique. Ce qu'a fait le gouvernement Macron avec la mise à disposition du Health Data Hub directement à Microsoft, c'est exactement du même niveau. Moi, j'ai suivi aussi par les spécialistes. Bon, ça y est, on a des retours, c'est-à-dire que les grosses demandes de rançon sur les gros hôpitaux récemment, on sait déjà, les gens qui le savent, ont confirmé que les premiers à acheter sur le Darknet très cher toutes les données numériques des vrais gens, hein, c'est des vraies personnes, là c'est des assurances américaines ou leur filiale hollandaise. Voilà. Donc en gros, Macron finalement il fait pareil. Enfin il fait pareil sous un couvert légal. Et là, moi je suis critique par rapport à la CNIL. Moi j'ai travaillé à la CNIL donc, en 2004-2005. Je peux vous dire qu'à l'époque, on faisait les premiers tests en vraie grandeur de reconnaissance de visage sur des passants, notamment à la fac d'Evry. C'était vachement contrôlé. En gros, on n'avait à peu près rien le droit de faire. Et j'ai l'impression que c'est pas la même CNIL. Hein. Donc là aussi, il faut demander des comptes. Ces gens-là, moi, quand je fais des trucs qui sont... Moi, je suis pénalement responsable. Et là, il y a un problème. Là, cette histoire de ransomware sur l'ensemble de nos hôpitaux, en France et en Europe, c'est la mise à bas de notre protection sociale. Parce que demain, les assureurs, les bons assureurs qui auront les bonnes infos parce qu'ils auront acheté, ils diront, ben non, monsieur Delette, vous êtes gentil, mais votre prêt, vous savez que là, vous nous avez menti, là, vous ne pouvez pas avoir un prêt dans 20 ans, parce que regardez, là, vous avez ça. C'est juste ça, quoi. Rappeler un peu les évolutions de la CNIL. Donc la CNIL a été créée en 1978 par la loi informatique et liberté, suite à un scandale, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais suite à un scandale, suite à la création d'un fichier qui s'appelle Safari. Safari, c'était ça a été, la personne qui a trouvé ça, c'était assez génial parce que ça a pu titrer sur le monde Safari ou la chasse aux Français. Donc ça a choqué, les gens ont dit ah bah, c'est pas possible, on ne peut pas faire la chasse aux Français, et pouf, le fichier a sauté. L'idée c'était de centraliser, donc plutôt d'interconnecter l'ensemble des bases de données de tous les ministères, pas toutes les administrations françaises. À l'époque, on avait déjà de l'informatique, c'était au début des années, je crois que c'était 74. En fait, à l'époque, on avait déjà des ordinateurs au niveau État, on avait déjà des gros ordinateurs, on avait des grosses bases de données sur l'ensemble des Français, mais qui étaient plutôt légitimes, effectivement, l'intérieur pour les fichiers de police, la justice pour les condamnations, la santé pour les remboursements et autres, ok, très bien. Et puis ils disent, on va interconnecter tout ça parce que c'est hyper intéressant, on va pouvoir savoir si les gens mentent, si les gens ceci, si les gens cela. Donc là, scandale, la CNIL est créée, et la CNIL est créée donc contre l'interconnexion des données de l'État. En fait, la CNIL est créée en réponse à une tentative de l'État d'avoir un contrôle numérique énorme sur la vie des gens. Et effectivement, on s'aperçoit que ça a bien changé, c'est-à-dire que la CNIL, dans les années 90, a commencé vraiment à s'orienter, puisque l'Internet arrive, le web arrivait, Internet existait depuis longtemps, et la CNIL s'oriente plutôt vers les entreprises privées, et la surveillance des entreprises privées. Jusqu'à 2000... Ah oui, et puis l'État était encore un peu contrôlé parce que la CNIL avait une capacité qui était assez importante, c'est que tout projet de loi qui visait à créer des nouvelles bases de données ou des interconnexions devait passer par la CNIL, et si la CNIL n'était pas d'accord, poubelle. Donc ça, c'est quand même un pouvoir assez puissant. Et en 2004, Alex Türk, qui était à l'époque président de la CNIL, et sénateur en même temps, finalement abandonne ce pouvoir de la CNIL, et la CNIL n'est plus que interrogée sur les problèmes qui pourraient être posés par un projet de loi, et donc elle donne un avis. Elle est obligée de donner un avis, mais elle ne donne qu'un avis. Par exemple, quand la loi Hadopi est passée en 2008,
elle a donné son avis, et pour emmerder un peu son monde, elle a attendu jusqu'au dernier moment, la dernière minute pour rendre son avis, mais de toute façon, une fois qu'elle avait rendu son avis, la loi passait. Même si elle disait que c'était un problème et qu'il ne fallait pas faire comme ça. Donc aujourd'hui, la CNIL est énormément tournée vers les entreprises et l'accompagnement des entreprises et non pas des condamnations, très peu de condamnations finalement. Donc c'est de l'accompagnement des entreprises et énormément d'accompagnement de l'État. Il y a très peu de condamnations de l'État, de toute façon elle ne peut pas lui mettre d'amende. Déjà, première information, un rendez-vous médical est une donnée médicale. Savoir que vous êtes allé voir un oncologue, un dermatologue ou autre, c'est une donnée médicale. Donc déjà, il y a déjà une première partie de l'information qui vous concerne qui est stockée par Doctolib. Ensuite, moi, je ne sais pas s'il conserve d'autres données. Je ne suis pas suffisamment spécialiste. Effectivement, il conserve les données que vous pouvez fournir, parce qu'on peut uploader des choses. Maintenant, ce que je souhaite aussi compléter sur le Doctolib est un système de prise de rendez-vous, pas seulement, c'est un annuaire de médecins. Si un médecin n'est pas dans l'annuaire Doctolib parce qu'il a refusé, en fait il perd de la clientèle parce que quand on cherche la personne, Doctolib dit je ne le connais pas mais je vous en propose un autre. C'est aussi son fonds de commerce, c'est-à-dire qu'il vend des abonnements aux médecins qui n'est pas seulement le fait de pouvoir utiliser le système de prise de rendez-vous, mais aussi le droit d'apparaître dans l'annuaire Doctolib, ce qui est extrêmement puissant et ce qui, je pense, est le levier financier le plus important de la plateforme. Ce que je dis sur la question, la donnée médicale que représente un rendez-vous, c'est qu'ils sont quand même assis sur un tas d'informations qui vous concernent, qui ne sont pas forcément, et c'est ce qu'on appelle des métadonnées. Quand vous appelez des gens, quand vous passez un coup de fil, il y a des métadonnées qui sont conservées, par exemple quand on parle de FADET, les FADET, donc les factures détaillées de votre opérateur, on n'a pas le contenu de votre conversation. On ne sait pas ce que vous avez dit, mais par contre on sait combien de temps vous avez passé à parler, on sait combien de fois vous appelez une personne, et on sait que vous êtes en contact avec elle. Ça suffit en fait à recouvrir 80-90% des informations. Si vous appelez votre spécialiste du cancer, et puis après vous appelez un hôpital, puis après vous appelez votre notaire, on peut à peu près comprendre ce qui se trame. Voilà. Donc il faut se méfier. Il faut se méfier quand on dit que les métadonnées ne sont pas forcément hyper importantes et que c'est plus important d'avoir l'ordonnance. L'ordonnance d'ailleurs, c'est assez marrant parce que pour information, quand vous posez une ordonnance sur Drive de Google, ils savent reconnaître une ordonnance. Ils ont des algos qui permettent de savoir ce que c'est et de catégoriser les différents documents. Donc c'est des choses qui intéressent beaucoup ces entreprises-là. Mais en tout cas, voilà, il faut se méfier en fait de faire un distinguo vraiment très important entre votre dossier médical avec vos radios ou des choses comme ça et des informations médicales qu'on pourrait considérer plus légères, mais qui en fait caractérisent vraiment beaucoup votre vie. Et moi je suis plutôt effectivement pour un transfert vers mon espace santé parce que je considère que ces données n'ont rien à faire dans le privé et qu'il y a beaucoup trop de risques derrière à avoir ces données récupérées par quelqu'un qui les utiliserait à autre chose, hein, pour des assurances ou autre chose, ou contre vous, pour votre employeur, ou des choses comme ça, pour vous embaucher, pas vous embaucher. Enfin, il y a énormément de choses qui pourraient poser problème, mais tout comme les données par exemple des élèves à l'éducation nationale se retrouvent dans des ENT privés et où vous avez toutes les notes qui sont chez, comment il s'appelle, Pronote. Pronote conserve toutes les données d'acquisition des connaissances sur toute la scolarité d'un élève. Si ces informations arrivent sur le marché quelque part à un moment, qu'on va dire on va faire d'analyse de données derrière, donc on va être capable de vous dire quels sont les bons élèves, quels sont les mauvais élèves, ceux qui sont capables de s'épanouir en entreprise ou pas, je peux vous dire que pour le marché de l'emploi des jeunes, quand ça arrivera, ce sera pas rose. Donc voilà, les métadonnées, elles sont quand même hyper importantes et je pense que conserver ça sous la forme d'un bien public et non pas sous la forme d'une marchandisation dans une entreprise privée est quand même hyper important. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que mon espace santé est bien fait et qu'il est parfait et qu'il devrait être fait comme ça. C'est pas la CNAM qui développe elle-même de toute façon.
Hein, de toute façon, on fait toujours appel à des entreprises extérieures pour faire du développement. Je ne pense pas qu'Atos ou autres entreprises soient très très fortes et très compétentes. Et en effet, en général, elles développent à moindre coût avec des débutants et autres, et donc on se retrouve avec des failles de sécurité potentielles dedans ou des systèmes qui ne fonctionnent pas. Je regarde SNCF Connect par exemple. Mais de toute façon, ce ne sera pas la CNAM. Ils n'ont pas les moyens techniques, ils n'ont pas de développeurs ou d'équipe de développement, enfin à ma connaissance, qui va permettre de développer ce type de système. Ils sous-traitent, ils font des cahiers des charges et ils sous-traitent. Mais ça, c'est classique. Microsoft, c'est le HDH, c'est le Health Data Hub, la plateforme des données de santé. C'est pas mon espace santé, ce sont deux choses différentes. Alors, ils pourraient avoir leur propre centre de données, ils pourraient avoir leurs propres équipes pour gérer ça. Et en effet, je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Moralité, on va dire, peut-être le choix d'une réponse, ce pourrait être dans le bulletin de vote. Évidemment. Ça peut être dans le bulletin de vote, en plus ça peut être aussi dans quelques résistances culturelles. Alors c'est assez paradoxal, mais nos amis les gendarmes, qui ne sont pas toujours nos amis, mais ils ont résisté jusqu'en 2007, quand un certain Sarkozy est devenu, ou 2008, quand un certain Sarkozy est devenu président, il a dit « Garde à vous, vous arrêtez ces conneries de logiciels libres, vous achetez Microsoft ». C'est Sarko qui a, donc les gendarmes, alors que jusqu'au bout, ils étaient à fond sur les logiciels libres, parce qu'évidemment, ils connaissent les problèmes. Et aujourd'hui, 2022, vu le bazar que c'est que ces histoires de rançon cyber, c'est devenu un tel niveau, la gendarmerie revient au logiciel libre. Voilà. Donc nos amis gendarmes, ils sont... Voilà, mais ça veut dire que c'est culturel. Les gendarmes ont décidé de résister.